Bonjour à tous et surtout bon réveil. Bienvenue pour cette conférence où on va donner la parole à la cryosphère et en particulier aux glaciers dont la perte de masse est l'une des manifestations les plus tangibles du changement climatique. On comprendra que c'est lié à 99,9% au thermostat et on va se demander comment on peut encore les protéger. Pourquoi finalement les protéger, me direz-vous? Pourquoi devrions-nous protéger les glaciers? Grâce à Jean-Baptiste Bosson, nous allons comprendre que les glaciers sont des écosystèmes clés de voûte. Nous sommes intimement liés à eux, nous avons besoin d'eux. On va poser plein de questions essentielles, même des questions que nous ne sommes pas encore posées jusqu'à là, notamment pourquoi et comment il faut dès aujourd'hui protéger la nature post-glaciaire. Merci Jean-Baptiste Bosson d'être ici. Vous êtes glaciologue et je vous laisse ce matin la parole. Merci beaucoup et bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Ravi d'être là, je remercie les organisateurs de l'invitation. C'est parti pour un petit voyage sur les glaciers et dans les paysages de haute montagne. Donc, je suis glaciologue, je travaille dans ce genre d'environnement parfois. Je suis de plus en plus dans des réunions au ministère ou à la défense, donc je vais un peu moins sur les glaciers. Mais ouais. Donc, je travaille aujourd'hui pour un conservatoire d'espaces naturels. Il y en a beaucoup en France qui sont aussi touchés par cette question de développement des énergies renouvelables. Je quitte cette structure pour créer une nouvelle asso pour agir et travailler sur la protection des glaciers et de ce qui leur succède. Et puis j'ai été nommé au Conseil national de la protection de la nature et au Conseil national de la montagne. J'essaie très modestement d'accompagner les politiques publiques. Et on va voir ce qu'on a réussi à faire sur les glaciers. En tout cas, les choses elles ont un peu bougé ces derniers temps, suite notamment à l'impulsion du Conseil national de la protection de la nature. Et puis, il y a quelques années, je continue de travailler un petit peu avec eux, avec l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une grande structure internationale, notamment qui s'occupe des sites du patrimoine mondial de l'humanité. Et pour les l'UICN, il y a quelques années, en 2019, j'avais écrit et réalisé la première grande étude sur les glaciers qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un statut qui est intéressant dans la protection de la nature, parce qu'on s'engage à préserver pour les générations futures les biens culturels et naturels. Et donc moi ça m'intéressait cette question qu'on mette, on a compté qu'il y avait 19 000 glaciers au patrimoine mondial de l'humanité, et est-ce qu'on respectait notre engagement de les transmettre aux générations futures. Donc on a fait un beau papier là-dessus qui a été beaucoup repris, comme à l'ONU, voilà. Et puis cet été, depuis quelques années, vraiment le gros projet que je développe s'appelle Ice and Life, sur la préservation des glaciers et ce qui leur succède, et je vais beaucoup vous en parler là. Et on a publié dans Nature cet été un des premiers grands voyages dans le futur des écosystèmes glaciaires et post-glaciaires. C'est un peu des termes un peu peut-être flous pour vous maintenant, mais je vais essayer de vous partager tout ça. Bon, ça j'imagine que vous connaissez bien, c'est ce genre de schéma. En fait, quand on est glaciologue, on a vraiment le nez sur les conséquences du changement climatique et qui sont dramatiques et sur la vitesse. Je pense que l'immense défi d'Homo sapiens en 2024, c'est de comprendre les enjeux. Encore hier, j'étais avec une très grande entreprise du CAC 40 pour discuter de sensibilisation, et je pense qu'on ne se rend pas compte de la gravité de l'urgence de la situation. Quand on n'a pas les... Je pense que les glaciers peuvent vraiment nous aider à ça. Et puis peut-être un petit message aussi avec ça, c'est que vous êtes tous ici je pense parce que vous êtes sensibles à la cause du climat et à l'impératif de la transition énergétique, mais elle ne peut pas, elle ne doit pas, elle ne se fera pas en très aucune gravité si elle se fait au détriment de la nature. La dernière grosse vague, j'aime bien cette image pour ça, c'est l'effondrement du vivant. On ne peut pas vivre dans une terre si on n'a pas d'écosystème fonctionnel qui file l'air, qui file l'eau, qui régule le cycle de l'eau, etc. Donc on va beaucoup en parler après. On ne peut pas inventer des super technologies qui continuent à dégrader la nature et dire qu'on a réussi le challenge. On n'aura pas réussi grand-chose, on a gagné un tout petit peu de temps peut-être. Mais ça, je pense que c'est très important de le dire. Je ne suis pas le seul à le dire pendant cet événement, mais je pense que c'est très important de le rappeler. Alors, les glaciers, c'est quoi? C'est un glacier qui est au sommet tout en haut, là, c'est le sommet du Mont Blanc. C'est le glacier des Bossons, c'est un tableau de mon ami glaciologue Moreau. Et donc, les glaciers, c'est pas des lacs gelés, c'est des masses de neige qui vont s'accumuler à la surface de la planète, peu à peu se compacter, être recouverts tout le temps de nouvelles neiges, donc les anciens petits flocons vont être compactés en profondeur sous d'immenses masses, et
ça va faire qu'ils vont commencer à s'unir les uns aux autres et se transformer en glace massive. Donc les glaciers, c'est de la neige compactée. Donc pour avoir des glaciers sur Terre, il nous faut ce qu'on appelle de la neige éternelle. Donc vous pourrez aller toute l'année marcher au sommet des glaciers, vous allez marcher sur des champs de neige, quand ils ne sont pas en train malheureusement d'être en forte récession. Et puis cette masse, elle devient compacte, cette masse, elle devient ultra lourde, et cette masse, elle commence à avoir un caractère physique qui est visqueux, une viscosité. Elle va commencer à se déformer, à s'écouler comme ça à la surface de la planète. Et là, on a un super exemple de cet écoulement, cette glacier des Bossons. On voit comment il avance, donc la masse elle se déforme sur elle-même, elle glisse des fois sur un petit peu d'eau qui est à sa base. Et donc on a ces immenses rivières de glace qui s'écoulent et qui façonnent notre planète. Regardez ces sédiments, les tas de cailloux au premier plan là, que le glacier il arrache, qui broie, qui vient compacter contre la montagne. C'est ça qui crée les grandes vallées. Donc une grande partie du relief alpin, une partie aussi des autres massifs en France, et très risqué de l'érosion des glaciers qui sont incroyables pour dessiner les montagnes et les façonner. Donc le glacier va naître dans les zones de neige éternelle, il va s'écouler et puis il va atteindre une zone qui est devant la caméra, qui est un peu vers la gauche, là sur l'image. Là, les neiges de l'hiver fondent parce qu'il fait chaud. Et donc là, on n'a plus que de la glace vive qui va affleurer une grande partie de l'année, et puis qui va fondre. Et la taille d'un glacier dans le paysage, est-ce qu'il va gonfler, est-ce qu'il va aller plus loin ou aller moins loin, ça va dépendre du rapport entre ce qui est produit comme nouvelle glace en amont, en accumulation. On dit que les glaciers font des bilans, enfin les glaciologues ont fait des bilans de masse, je vous montrerai des résultats tout à l'heure, donc on compare ce qui est gagné en amont, en forme de nouvelle neige, et puis ce qui est perdu à l'aval sous forme de fonte. Donc si le bilan de masse est négatif, c'est-à-dire qu'on a plus de fonte que d'accumulation, et donc notre masse elle va s'amincir et puis elle va perdre en longueur. On dit que les glaciers reculent, enfin le recul des glaciers, ils mettent pas les marches arrière sur la montagne, les glaciers, c'est juste qu'ils sont grignotés par la fonte beaucoup plus vite qu'il a le temps de produire, que le glacier a le temps de produire de la nouvelle masse et de la faire écouler. Et puis si le bilan de masse il est positif, on a plus de gain en amont, peu à peu ça va se répandre vers l'aval, le tout va gonfler et va gagner en distance. Donc voilà, je pense que ça donne une balle sur qu'est-ce que sont des glaciers, on pourra en parler tout à l'heure si vous avez des questions. On trouve donc les glaciers, il y a 270 000 aujourd'hui de glaciers sur Terre qu'on va trouver sur presque tous les continents. C'est tous les points noirs que je vous ai mis sur cette carte. On voit c'est des secteurs de très haute montagne, on va trouver les fameuses neiges éternelles, ou alors les régions polaires. Et il y a deux super gigaglaciers, que sont les calottes du Groenland et de l'Antarctique. Donc ils sont en blanc sur cette image, je n'avais pas besoin d'ajouter des points noirs. Mais voilà, donc de 270 000, on va dire plus deux géants sur Terre. Un tout petit point sur le climat, alors je pense que c'est des choses que vous maîtrisez un peu, mais vraiment c'est grâce aux glaciers, aux travaux du glaciologue Marius, et qu'on a vraiment une très haute résolution et une très grande connaissance de l'histoire récente du climat sur les 800 000 dernières années. Pourquoi? Parce que des collègues qui vont, comme sur les paysages qui sont en haut à gauche, là, qui vont au cœur du Groenland et au cœur de l'Antarctique, faire des forages, essayer de chercher la glace la plus ancienne possible. En fait, la glace, vu que c'est de la neige qui se compacte et qui se transforme, il y a des bulles d'air qui sont piégées lors de la formation des glaciers. Donc on peut analyser grâce aux glaciers l'air sur les 800 000 dernières années. Donc ça mène au cours que vous avez en bas là, en gros c'est les quantités de carbone de l'atmosphère qu'on a depuis 800 000 ans. Donc ça c'est des comptes qui sont extraits des données glaciaires. Et donc on voit cette cyclicité entre des périodes où il y a peu de carbone, donc il fait froid, qu'on appelle des glaciations, et des périodes où il y a plus de carbone dans l'atmosphère et c'est plus chaud, on appelle ça des interglaciaires. Aujourd'hui, nous on vit dans un interglaciaire, le minéraux qui s'appelle l'Holocène, c'est son nom depuis 11 000 ans. Si on schématise, j'aime beaucoup cette figure, moi qui a été publiée dans Science il y a quelques années, si on schématise ce cycle qui dure à peu près 100 000 ans, on voit bien c'est le côté cyclique. Donc les températures baissent, on va avoir des grands glaciers qui vont se former sur Terre, beaucoup de neige va tomber sur Terre, des grands glaciers vont se former, et donc une grande partie des masses d'eau de la planète vont se transformer en glace, et le niveau marin, le niveau marin va baisser. Donc on a des moments de glaciation ou un niveau marin qui est beaucoup plus bas. Regardez la grotte Pesquer à Marseille et son niveau marin. Pourquoi? Parce que pendant la glaciation qui a été développée par nos ancêtres, le niveau marin est beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et donc ça c'est pendant les glaciations, et pendant les interglaciaires il fait plus chaud, on tourne le thermostat, les grandes masses glaciaires fondent, les grandes masses fondent, et le niveau marin remonte. Et tout l'enjeu de la période actuelle, donc nous on arrive dans cette histoire, Sapiens, je l'ai mis sur la carte, on arrive il y a 250 000, 300 000 ans. Je veux dire que pendant une immense partie de cette histoire, au début on n'a pas d'influence, peu d'influence. On
commencer à en avoir quand on va faire des gigafeux, des choses comme ça, mais ça reste anecdotique. Et puis avec l'agriculture, avec l'artificialisation des sols, avec la déforestation, etc., on commence à changer des choses. Et évidemment, ce qui est le changement majeur, et que vous connaissez très bien, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'on stimule très fortement à l'ère industrielle. Et regardez juste, ça vous savez, vous connaissez sûrement, mais regardez, on part d'une cyclicité de plus de 800 millions de ans, on pourrait décaler ça sur les quantités de carbone plus loin, on verrait qu'il n'y aurait pas des valeurs comme aujourd'hui. Mais regardez, aujourd'hui, on sort des radars, hein, je le redirai tout à l'heure sur la neige, on sort complètement des radars de ce que la Terre a produit récemment. Et donc, si on reprend notre schéma, il y a beaucoup de schémas qui permettent de comprendre ça, et notamment les enjeux de l'accord Paris, et ceux de 2 degrés. En fait, à l'Anthropocène, ou en tout cas dans cette période où l'homme a profondément modifié la planète, il a modifié la composition chimique de l'atmosphère, en fait, on a mis une pichenette là, de ce cycle naturel, et on a sorti la Terre de son ellipse climatique naturelle. Et toute la question est de savoir est-ce qu'on n'est pas trop loin de notre cycle, on reste dans une Terre habitable telle qu'on la connaît, ou alors on envoie la Terre loin, cette Terre étuve là, on en parlait tout à l'heure aussi, loin, une Terre qui a déjà existé pour des raisons naturelles. Là, ce qui change, c'est les espèces qui modifient tout ça, et qui, dans une condition d'habitabilité, change totalement par rapport à ce qu'on connaît. Si on zoome sur les 2 derniers millions, donc ça c'était une figure du dernier rapport du GIEC, tout petit mot là-dessus, c'est les températures moyennes sur Terre avec les écarts à la moyenne depuis 2000 ans. On a un gros plateau d'abord, après on a une période qui va nous intéresser ici, un grand pic froid global qui dure à peu près 500 ans, qui s'appelle le petit âge glaciaire, et puis la période actuelle qui est la grande remontée noire que vous avez là. Je pense que c'est important de regarder ce que dit le GIEC, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est nos amis. Et ça c'est le fruit du plus grand effort d'intelligence collective de l'histoire de l'humanité. Hein. Le rapport du GIEC, c'est beaucoup de gens, en chercheurs au monde, de supercalculateurs, etc., qui aident à répondre aux questions. Et ce basculement-là, cette remontée, cette pichenette, on pourrait dire de température, est exclusivement, quasi exclusivement liée aux activités humaines. C'est ce que nous montrent très bien les rapports du GIEC. Tout ça pour aboutir, on a battu des records là, de température moyenne récente de la planète. On est à 1,4 degré au-dessus de l'ère pré-industrielle. Et en gros, l'ère pré-industrielle, c'est ce plateau bas que vous avez là sur le passage glaciaire. Alors dans cette pièce, si on tournait la température de 1,4 degré Celsius, pas beaucoup d'entre vous auraient conscience de ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous enlèveriez vos vestes, etc. Mais vous ne direz pas, tiens, ils ont tourné le thermostat dans cette pièce. Et pour les paysages glaciaires, ou pour les glaciers sur Terre, ou pour la haute montagne, voilà un exemple de qu'est-ce que veut dire 1,4 degré. Donc ça, c'est le glacier de Bionacem. On est dans le massif du Mont Blanc, là, c'est un écosystème qu'on étudie beaucoup dans ce projet. Et voilà, pour ce glacier, il occupait toute la partie centrale que vous avez là, au petit âge glaciaire, donc en 1850. Par exemple, pour aller dans l'alpage qui est en haut, qui est en face, les vaches passaient sur le glacier dans ce secteur-là. Donc toute la partie centrale était occupée. Et vous voyez aujourd'hui, malheureusement, le glacier, j'ai mis en 2020 sur cette photo parce qu'elle était pas mal, mais il continue malheureusement à perdre en épaisseur et en longueur. Sur ce glacier, on pourrait dire, c'est des chiffres, c'est des ordres de grandeur, je n'ai pas les chiffres exacts pour ce glacier, mais ce signal-là de 1,4 degré global, alors évidemment, il est un peu plus fort dans les Alpes, hein, mais au niveau global, c'est le signal qu'on va dire que l'humanité envoie, on pourrait dire ça comme ça. C'est la moitié du volume qui a déjà disparu pour ce glacier. Pour tous les glaciers alpins, parce que ça c'est un gros glacier, parce qu'il y a beaucoup de glaciers plus petits dans les Alpes, pour tous les glaciers alpins, ce signal-là, même si là on stabilise le climat, c'est plus que 70% du volume initial, donc de la masse des glaciers en 1850, qui aura fondu. Donc vous voyez juste l'hypersensibilité des glaciers, hein, c'est vraiment, à peine on tourne le thermostat, des dixièmes de degrés vont complètement modifier la taille des masses des glaciers. Le miroir de ça, et je vais vous en parler sur ces fameux écosystèmes post-glaciaires, c'est que vous voyez qu'il y a un lac qui est en train d'apparaître là devant le glacier depuis 2006. Il y a des collègues américains et canadiens qui avaient fait une étude globale depuis les années 90, regardant les gros lacs, hein, en plus même pas les tout petits lacs comme celui-là. Il y avait plus que 14 000 nouveaux lacs qui se forment sur Terre. Donc évidemment, on perd quelque chose, mais il n'y a pas de vide dans la nature, il y a des nouveaux écosystèmes, et ça je vais vous en parler un petit peu après, qui se développent. Et une des réponses évidemment majeures de tout ça, puis qui intéresse là pour le coup toute l'humanité, enfin tout ça intéresse toute l'humanité beaucoup plus qu'on le pense, mais c'est que les océans, en conséquence, en grande partie liés aux glaciers, mais pas que, mais notamment liés aux glaciers, c'est 23 cm en plus en moyenne depuis 1900 sur Terre. Hein. Donc quand vous partez en vacances, si vous avez une maison au bord de la mer, vous commencez à voir l'effet de ça et de ce qui se passe sur ces paysages-là, ça finit un petit peu partout sur Terre, en conséquence.
Et puis, sur cette figure du GIEC, là, j'avais rajouté les projections futures. Donc, on a les températures sur les 2000 dernières années. Je vous ai rajouté ce qui va arriver. Et donc, les scénarios bleus, c'est les scénarios proches de l'accord de Paris, c'est les 1,5, les 2 degrés, etc. Et puis, les scénarios orange-rouge, c'est les scénarios un peu catastrophes. Mais vers lesquels on prend une petite option quand même, on va dire ça comme ça. Regardez juste de l'amplitude et puis la courbe, la verticalité, hein, et ça c'est en 80 ans, c'est ce qui est prédit. Si on pouvait, c'est un peu compliqué, mais imaginez qu'on pouvait switcher cette courbe dans l'autre sens et dire qu'on aurait pu, on serait plutôt en train de refroidir la planète. Qu'est-ce que ça veut dire moins 5, moins 6 degrés global, ce qui est anticipé à juste 80 ans là, avec la courbe rouge. En termes du paysage derrière, si on allait en négatif ça, si on diminuait de 6 degrés global, 5 degrés global, c'est une glaciation. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de changement climatique, quand on dit que ce n'est pas très grave d'aller vers ces scénarios rouges, comme malheureusement une partie du corps politique ou économique, hein, et pour les conséquences écosystémiques, pour les conséquences dans nos paysages et dans nos vies de tous les jours, c'est quelque chose qui ne va pas mettre des glaciers partout comme sur cette image, mais c'est pour vous montrer l'ampleur de cataclysme que ça va générer sur les forêts, sur les rivières, sur les étendues d'eau, sur les glaciers, sur l'atmosphère, etc., etc. Bref, je pense que c'est important de le comprendre, les ordres de grandeur. Alors, je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, parce qu'on m'avait demandé de donner des nouvelles des glaciers, donc je vais quand même donner des nouvelles des glaciers, mais on va essayer de passer après. Mais donc, on fait des bilans de masse, nous, sur certains glaciers, et notamment, avec mon ami Luc Moreau, on suit ce glacier de Trélatête, qui est le 4e plus grand en France. Par rapport à les énergies renouvelables, il est intéressant, c'est le premier glacier au monde où il y a eu un forage sous-glaciaire en 1942 pour prendre l'eau et faire de l'hydroélectricité. Donc aujourd'hui, le glacier, il est en réserve naturelle nationale, mais son eau continue à être utilisée et détournée sur 7 km pour être exploitée au barrage de la Girotte dans le Beaufortin par EDF. Donc EDF cofinance le bilan de masse de ce glacier parce que ça les intéresse de savoir comment dire, cette masse d'eau, combien de temps elle va subsister et qu'est-ce qu'elle va produire aussi dans sa fonte. Donc nous on fait le bilan de masse, ça veut dire qu'on compare ce qui est gagné dans la partie amont, ici en nouvelle neige, et puis qu'est-ce qui va fondre dans la partie aval. Le bilan de masse, il est en mètres water equivalent, donc équivalent eau. Donc ça voudrait dire, par exemple, en 2014, on a perdu une moyenne sur toute la surface, donc on moyenne ça à la surface de tout le glacier, 50 cm d'eau sur tout ce glacier. En 2015, on a une grosse canicule, on a perdu 2 mètres équivalent eau sur tout ce glacier. Regardez que tous les bilans de masse sont négatifs. Regardez 2022, on a explosé tous les records qu'on avait de mesure dans les Alpes, hein, puisque presque 5 mètres de fonte sur ce glacier. Et quand on cumule tout ça, là, juste à l'échelle des 9 dernières années, on a presque 20 mètres de fonte cumulée, puis 40 000 piscines olympiques. On a de la peine à se rendre compte, hein, c'est tellement colossal. Et puis c'est quand même plus qu'un quart du volume en moins de 10 ans qu'a fondu. Hein. Donc on dit autrement, on assiste, évidemment, en plus vous voyez que ça s'accélère. Hein. On a un hiver dans les Alpes qui est ultra doux, en bas des records de température de douceur. Et donc, évidemment, la réponse des gros glaçons, c'est pas un scoop, et ils fondent très vite hein, dans nos paysages. Donc voilà. Ouais, un petit mot sur cet hiver qu'on est en train de vivre. Donc maintenant que les analyses de données satellitaires, en fait, moi, on côtoie aussi des gens qui sont climato-sceptiques ou qui ne croient pas qu'il y a moins de neige, ou bon, de toute façon, le modèle du ski fonctionne bien, les réservations battent des records, donc on ne va pas trop challenger le système maintenant parce qu'on a beaucoup d'argent à faire. Et je pense que c'est important là de mettre de la data et de mettre de la science au cœur des débats et des politiques publiques et des choix collectifs. Et nos amis du CESBio, qui est un super laboratoire notamment d'analyse de données satellitaires, ils ont produit cet objet-là, qui est un observatoire en monitoring de la neige sur les 30 dernières années, où là, regardez juste sur le bassin du Rhône, donc c'est toute la partie gauche, on a ici le début de l'hiver et la fin de l'hiver. En bleu, c'est la moyenne à 30 ans, sachant que les 30 dernières années étaient plutôt pas terribles niveau enneigement, hein, on va toujours vers le moins. Et puis en rouge, c'est la courbe de cette année. Et vous voyez ce qu'on a vécu, mais ils ont vécu la même chose dans les Pyrénées, ce qu'on a vécu dans les Alpes. On est complètement sorti des radars. Donc les tâches, les fonds un peu ombragés, c'est les écarts-types. C'est un peu ce qu'on a connu, c'est la variabilité un petit peu qu'on a connue à l'échelle des 30 dernières années. Et regardez ce qu'on a connu au mois de février, on sort complètement des radars sur le désenneigement, enfin, sur le manque de neige qu'on a dans nos montagnes. Donc je vous le disais sur d'autres indicateurs, mais on est comme ça, en tout cas c'est très inquiétant. Et puis une petite conséquence de ça, vu qu'on est sur quelque chose ici pour parler des énergies renouvelables, je ne vais pas en parler beaucoup, mais sur le rôle, si nos grands glaciers fondent,
évidemment, à très court terme, pour les producteurs d'hydroélectricité, c'est un espèce de gain en plus, hein. C'est un héritage du passé qui est en train de disparaître, d'être dilapidé parce qu'on tourne le thermostat très fort. Et donc il y a des amis suisses là, moi, qui avaient fait une étude pour montrer que depuis les années 80, juste la fonte des glaciers, le surplus, hein, pas la fonte annuelle, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire disparaître de ces masses qui sont en déséquilibre, ça avait généré une augmentation des masses d'eau dans les rivières de 3,5. Donc on pouvait turbiner plus d'eau. Au Pakistan, on en parlait tout à l'heure, la fonte des grands glaciers de l'Himalaya, à très court terme, c'est plus d'eau à l'aval. Il faut gérer ça. Et donc pour les hydroélectriciens, c'est peut-être intéressant. Par contre, à long terme, si on perd ces grands glaciers qui supportent l'étiage, qui régulent les étiages, et puis qui alimentent en eau de manière importante, à long terme, là, quand on modélise malheureusement avec des glaciers alpins qui sont beaucoup plus petits, ils montrent nos collègues là, qu'à partir de 2070, mais même des années 2050 probablement, il y a moins d'eau à turbiner. Et donc on doit accélérer la transition énergétique, mais il y aura moins d'eau demain, ou en tout cas il y a des vrais enjeux là autour. Je vais vous parler un petit peu maintenant du projet Ice and Life qu'on a développé. Donc, c'est un projet qu'on a développé avec pas mal d'ONG, avec des acteurs académiques. L'idée, c'est vraiment de documenter tout ça, de rentrer par la science, évidemment, pour être le plus objectif possible. Et puis, avec beaucoup d'acteurs privés, des mécènes, ça, je pense que c'était intéressant. Et puis aujourd'hui, on discute avec le ministère de la Transition écologique ou avec la Banque des Territoires pour une déclinaison territoriale dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est un projet qui est basé sur la science pour mieux connaître les glaciers, puis ce qui arrive après les glaciers. Mais le vrai but du projet est d'aboutir à mieux préserver ces zones. C'est vraiment, voilà, comme j'ai mis, c'est le vrai but. Et donc, on essaie de développer de la science, de développer de la communication, mais in fine, le but ultime, c'est pas de faire du terrain et des expéditions dans le monde entier. Le but ultime, c'est de transformer le regard qu'on a dans nos sociétés avec ces zones glaciaires et post-glaciaires, et comment on arrive à en prendre soin pour la Terre, son fonctionnement, je vais vous en parler un peu après, et pour les générations futures. Donc, une des choses qu'on fait, par exemple, c'est qu'on fait de la télédétection, c'est-à-dire que ça, c'est le glacier d'Aletsch, c'est tout l'Oberland bernois, c'est le grand cœur glaciaire des Alpes suisses, en dessous de Berne, si vous voulez, ceux qui connaissent. Le glacier d'Aletsch qui est au milieu, là, c'est le plus grand glacier alpin, il fait 23 km de long. En rouge, c'est les positions des glaciers en 1850. C'est au petit âge glaciaire. Et dit autrement, vu que c'est nous qui avons changé le climat depuis, c'est à peu près la taille, un peu plus petit, un peu plus, voilà, quelque chose comme ça, que devraient avoir les glaciers naturellement aujourd'hui, si on n'avait pas modifié. Donc nous, on questionne un petit peu ça dans ce projet. Où étaient les glaciers en 1850 et qu'est-ce qui a succédé aux glaciers depuis en termes d'écosystème. Donc là, on fait de la télédétection à l'échelle de toutes les Alpes, par exemple là-dedans, dans ce genre de zone, pour savoir où sont les surfaces en neige et en glace, où sont les surfaces rocheuses, c'est le marron que vous avez là, où sont les nouveaux lacs, c'est les zones bleues que vous avez sur la carte, qu'on détecte, et puis les nouvelles pelouses, landes alpines, donc végétation plutôt basse, herbacée, vert clair, et puis en vert foncé, les nouvelles forêts. Donc, je vais vous donner d'autres résultats de tout ça après, mais voilà, l'idée c'est vraiment de cartographier où sont les glaciers et qu'est-ce qui a déjà succédé aux glaciers, sachant que tout ça est ultra dynamique. Ça, c'est un résultat qu'on a produit nous en 2023. Si on fait la même analyse en 2028, je pense qu'il y aura un petit peu plus de vert, un peu plus de bleu foncé, etc. Un petit peu moins de bleu turquoise de masse de glace. Après, une fois qu'on a une vision satellitaire et très globale, on va dans ces zones, nous, sur le terrain, pour faire des inventaires faune-flore. En fait, il y a un côté assez darwinien et assez fascinant. Hein, là où disparaissent les glaciers, il y a beaucoup de vivants qui arrivent très vite. Déjà, les glaciers sont des habitats pour toute une biodiversité inféodée. Hein. Il y a des espèces invertébrées incroyables qui vivent sur les glaciers. Mais où disparaissent les glaciers, arrive très vite un chapelet d'espèces. Donc nous, on va dans ces zones et il y a un côté très darwinien là-dedans, où on arrive un peu sur une île déserte qui est un espace qui vient d'émerger du retrait glaciaire, où des fois Sapiens n'a jamais mis les pieds. Hein. C'est assez vertigineux de se dire ça. Et on est les premières personnes parfois à documenter la faune et la flore. Pourquoi on fait ça? Parce que des fois, on veut détruire ces zones, et je vous en parlais tout à l'heure de projet en disant mais il n'y a pas d'enjeu de biodiversité, regardez, c'est des tas de cailloux. Et nous, on essaie de dire, évidemment, non, ce n'est pas des tas de cailloux, peut-être ça allait au T0, mais au T plus 1 minute, ou au T plus 1 heure, ou 1 an, il y a de la vie. Et en fait, des fois, il y a déjà des espèces protégées aussi. Donc en fait, vous n'auriez pas le droit normalement de mettre vos pelleteuses et vos bulldozers là-dedans, parce qu'il faut une dérogation de destruction d'espèces protégées avant de détruire tout ça. Donc là, nous, c'est une course contre la montre un petit peu dans ces zones-là, pour cartographier les habitats, les nouvelles zones humides, les nouveaux lacs, normalement qu'on n'a pas le droit de détruire quand elles sont repérées, inventoriées,
et puis de cartographier aussi ces espèces, qu'elles soient protégées ou non, pour me dire, mais regardez comme ces zones sont des sanctuaires incroyables et des refuges pour la biodiversité, dans un contexte global d'effondrement, hein, de 6e extinction de masse. Donc voilà. Et après, la suite de l'histoire, ce qu'on a publié cet été dans Nature, c'est la suite de l'histoire, c'est ça. C'est les modèles de Mathias, mon ami, Mathias Huss, qui est un des grands glaciologues actuels, qui est un des grands modélisateurs sur le futur des glaciers, qui est un des grands contributeurs du GIEC, où on lui a demandé, on a travaillé avec lui là-dessus, de modéliser le futur des réponses glaciaires. Alors ça avait été déjà fait, mais si vous voulez, les grands papiers scientifiques dont vous avez beaucoup entendu parler dans les médias, on parlait beaucoup du volume glaciaire. En gros, quelle est la masse d'eau, et quelle sera la masse d'eau demain, et comment ça va influencer les rivières, et comment ça va influencer le niveau marin. Et nous, pour la première fois, on essaie d'avoir plutôt une lecture écosystémique, de dire les glaciers sont des grands écosystèmes qui ont des grandes importances pour plein de choses, quelle est leur taille actuelle, quelles seront leurs tailles futures. Donc là, c'est le glacier du Rhône, c'est les sources du Rhône qui est en Suisse, par exemple. Quelle est leur taille future en fonction de tous les scénarios du GIEC. Et puis, miroir de ça, on modélise la topographie sous-glaciaire potentielle et on arrive à anticiper, c'est des modèles, hein, il faut prendre ça avec des précautions, mais on arrive à anticiper est-ce que demain, c'est des fjords, donc dans les zones arctiques, au bord du Groenland, là où les glaciers disparaissent, c'est des nouvelles zones océaniques qui vont apparaître. Et sur les continents comme ici, est-ce que c'est des zones terrestres ou est-ce que c'est des zones potentielles futures d'eau douce? Est-ce que c'est des dépressions qui vont être des lacs ou des zones humides futures? Donc ça, on a publié dans Nature sur tous les glaciers du monde, sauf sur les calottes du Groenland et de l'Antarctique, parce que là, les réponses, elles sont un petit peu plus compliquées. Et puis, c'est d'autres modélisateurs qui travaillent dessus. Donc, sur tous les points noirs que vous avez là, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a les résultats sur tous ces glaciers, sur tous ces points noirs. Et au milieu, à chaque fois, là, je vous ai mis une photographie actuelle et future. Au milieu, donc si on prend là, c'est pour tous les glaciers du monde. La surface centrale, c'est la surface actuelle glaciaire. Aujourd'hui, il y a 665 000 à peu près kilomètres carrés couverts de glace. Outre les deux calottes, si on collait tout ensemble, c'est la surface de l'Afghanistan, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, à gauche, c'est l'évolution en pourcentage, et à droite, en pourcentage de cette surface d'ici à 2100, d'ici à la fin du siècle, avec à gauche l'application de l'accord de Paris, donc scénario de très faible émission, transition énergétique et sobriété très rapide. Et puis, à droite, c'est le scénario business as usual, donc très fort réchauffement. Et voilà. Et regardez, message clé, et ça je pense que c'est important, on peut encore sauver une immense partie des masses de glace sur Terre si on applique l'accord de Paris. On sait tous que la fenêtre, elle se referme désespérément, que ça va plus vite qu'on croit, qu'il y a des processus d'emballement. Il y a peut-être un emballement aussi qui pourrait être humain maintenant, de la réaction de tout ça, et vous êtes probablement là pour ça dans ce genre de colloque. À nous de réagir, mais on peut encore sauver, alors dans les Alpes malheureusement c'est qu'un tiers, mais au niveau global où il y a des beaucoup plus gros glaciers, comme en Alaska, comme en Patagonie, comme en Himalaya, on peut encore sauver une immense partie des masses de glace et des surfaces de glace, et ça je pense que c'est très important à dire. Et puis à droite, on voit qu'on peut perdre, d'ici à 2100, en 80 ans, la moitié de cette surface glaciaire. Donc ça c'est un cataclysme écosystémique avec des vitesses inconnues dans l'histoire récente de la planète, hein, quand on est des fonds de glace si vite. Et puis on a modélisé le vert, le bleu ciel et le bleu foncé. Est-ce que ce qui succède d'après nos modèles et la topographie qu'on anticipe, est-ce que c'est plutôt du marin, est-ce que c'est plutôt du terrestre ou est-ce que c'est plutôt de l'eau douce, donc des lacs? Un petit mot sur ce qui va apparaître, donc le miroir du retrait glaciaire, avec l'accord de Paris, ce qui pourrait apparaître, la taille, donc au minimum ce qui va apparaître du retrait glaciaire. Si on collait tout ça ensemble, c'est 150 000 km², c'est la taille du Népal. Donc dit autrement, le retrait glaciaire est en train de faire naître pratiquement des nouveaux états sur Terre en termes de surface, c'est colossal. Hein. Et puis, avec le scénario de très forte émission, c'est la taille de la Finlande, c'est le double de ça. Donc c'est vraiment des surfaces qui sont colossales. Je ne détaille pas du tout, parce que c'est un peu ce qu'on avait publié cet été. On a questionné ces zones-là en termes d'habitat pour la biodiversité. Est-ce que c'est des zones extrêmes et froides ou est-ce que c'est des zones tempérées avec des forêts qui arrivent? Voilà, des choses comme ça. Et peut-être ça va vous intéresser un peu plus si vous travaillez sur le carbone et la séquestration. En fait, si on laisse ces zones à la nature, la formation des sols, la pédogenèse, l'arrivée de la végétation et notamment des forêts, dans l'Arctique, l'arrivée des planctons, qui séquestrent les blooms de phytoplancton, qui séquestrent beaucoup de carbone, etc. En fait, on questionne ça, et nous, on a juste regardé sur les sols, on a vraiment fait des modèles ultra basiques. On va demain travailler peut-être avec d'autres équipes sur les planctons et sur la biomasse de surface, sur les arbres. Mais juste sur les sols, en gros, si on laissait la pédogenèse dans ces zones se développer, donc si on n'artificialise pas tout très vite, on disait c'est comme si d'ici à la fin du siècle,
la taille de la forêt amazonienne pouvait grandir de 2000 à 10 000 km² en fonction du scénario climatique. C'est pas colossal, c'est pas l'aspirateur à carbone génial dont on a besoin, ça remplace pas le rôle systémique des glaciers dont je vous parlerai après, mais l'idée c'est de dire qu'en fait la nature, si on la laisse tranquille, si on la laisse évoluer librement, elle nous apporte une grande partie des solutions. Et que là, les solutions, elles seront pas techniques, moi j'y crois pas vraiment, elles seront avant tout de redonner de la place à la nature et de lui faire confiance. Et sur le cycle de l'eau, l'idée c'est d'anticiper les futures rivières, les futurs lacs, les futures zones humides. Voilà, on modélise tout ça, où seront les futurs lacs, les centaines de milliers de nouveaux lacs qui vont apparaître, quelle masse d'eau ils vont stocker par rapport à la masse d'eau initiale des glaciers, etc., etc. Je ne suis pas trop en détail là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, on arrive dans la dernière partie qui était de cette présentation, qui était le pourquoi et comment. Donc le pourquoi, vous commencez à le comprendre, mais on va juste rappeler un petit peu les choses. Première chose, ces écosystèmes, qu'ils soient glaciaires ou post-glaciaires, mais surtout glaciaires, sont incroyables pour réguler le climat sur Terre. La Terre, elle est couverte, les zones émergées, les glaciers, tous ensemble, quand on les colle, c'est 10% des terres émergées de la planète, notamment avec les 2 grosses calottes. C'est 10% de blanc qui renvoie beaucoup du rayonnement solaire. Quand vous avez chaud en été, vous préférez vous habiller en blanc qu'en noir, ou avoir une voiture blanche qu'une voiture noire, ou un bâtiment blanc que noir, etc. En fait, la Terre, elle est régulée par ce renvoi du rayonnement solaire des glaciers. Les glaciers produisent aussi de l'eau fraîche, de l'air frais, qui régule le Gulf Stream, qui régule toute la circulation thermohaline dans les océans. S'il n'y a pas les glaciers, le système Terre, il a déjà existé, mais il n'y avait pas de sapiens dessus. Et s'il n'y a pas les glaciers, le système Terre, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud, en fait. Il n'y a pas cette régulation produite par les glaciers. Et puis, à défaut de glaciers, ça ne remplace pas le rôle fonctionnel des glaciers. Le message clé numéro 1, c'est qu'il faut sauver et protéger les glaciers. Mais à défaut de glaciers, si on laisse ces zones à la nature et qu'on a des sols, on a des forêts comme sur cette image, vous voyez cette nouvelle forêt qui a 100 ans, qui est devant nos yeux, on a un peu de séquestration du carbone, on a un petit peu de solution sur la crise actuelle. Deuxième enjeu fondamental sur la régulation du cycle de l'eau. Les glaciers stockent, avec les 2 calottes glaciaires, l'équivalent de 66 mètres marins. C'est-à-dire que si tout fond, de manière irréversible, ce vers quoi on peut peut-être assez tendre assez vite, si on enclenche des choses qui seront irréversibles, si les glaciers fondent tous sur Terre, et notamment les 2 calottes, le niveau marin global, il augmente de 66 mètres. Alors, ce n'est pas pour 2100, ce n'est pas pour 2200, ça va prendre des siècles. Mais voilà, l'enjeu de la fonte des glaciers, on a peur que d'ici 2100, on passe le fameux mètre supplémentaire de niveau marin. Il y a des centaines de millions d'êtres humains qui vivent dans ces zones-là. Si on perd les glaciers sur Terre, vous pouvez changer toute la géographie que vous connaissez de la planète, sur la distribution des océans et des traits de côte, tout change. Donc ça, je pense que c'est important de le comprendre. Et puis, les glaciers, je vous ai mis une image en haut à droite, ça c'est l'Afghanistan, avec l'Himalaya, la région du Karakoram, désert du nord de l'Inde, et puis désert plutôt de l'Afghanistan. Au milieu, c'est le Pakistan. Si on n'a pas cette bande, si on n'a pas ce blanc en haut, si on n'a pas ces grands glaciers, cette cryosphère, la neige, etc., on n'a pas cette immense bande verte-là, qui s'appelle l'Indus, qui fait où 200 millions d'habitants vivent. Grâce à l'eau des glaciers, il y a de l'eau toute l'année ici. Les gens peuvent boire, peuvent cultiver, et faire de l'hydroélectricité. Si on enlève cette eau, donc à très court terme, faire fondre ces zones, je vous dis, ça rajoute de l'eau, donc on doit gérer un surplus, on doit gérer des inondations, et à long terme, on va gérer la sécheresse et puis des vrais enjeux, et on ne peut pas vivre à 200 millions si on n'a pas des glaciers là-dessus. Donc je pense que ça dit beaucoup du rôle de régulateur du cycle de l'eau des glaciers qui fait qu'en hiver, on n'a pas trop d'eau parce qu'ils vont stocker la neige, cette glace va stocker l'eau. Et puis en été, quand les sources sont taries, quand il n'y a plus de neige, quand il y a moins de sources dans les territoires, quand on a des grands glaciers en haut des bassins versants, on a de la neige, on a de l'eau, je veux dire, dans les rivières, on a du soutien à l'étiage. Ça, c'est le cas du bassin du Rhône. Regardez le nouveau projet d'EPR choisi par le président de la République. Il est où? Il est sur le budget. Le budget, c'est sur le long du Rhône. Et pourquoi? Enfin, ouais, on peut faire de la géopolitique, mais parce qu'il y a des glaciers et que du coup, il faut trouver des accords aussi avec la Suisse pour partager l'eau du Rhône. Donc, influence majeure évidemment des glaciers sur le cycle de l'eau, on en a besoin, on ne sait pas vivre sans. Et puis, après les glaciers, à défaut de glaciers, ça ne remplace pas une fois de plus les glaciers, donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais à défaut, si on a des nouveaux lacs, des nouvelles rivières, des nouvelles zones humides dans un contexte où ces écosystèmes sur Terre ils sont fortement dégradés, presque pour employer un euphémisme, en fait, c'est des nouveaux refuges pour la biodiversité, puis c'est les nouvelles zones de stockage d'eau douce du futur. Donc demain, si on préserve ces zones, on a des sources, on aura de l'eau, et demain, si on bétonise tout ça très vite, on aura un peu moins d'eau. Et puis, évidemment, dans le contexte de 6e extinction de masse, les glaciers sont des habitats qu'il ne faut pas perdre. Les glaciers influençant le climat, le cycle de l'eau, les océans comme ça, ils influencent une biodiversité qui est colossale. Et puis, donc il faut les sauver pour ça.
Et là aussi, si on préserve ce qui arrive après les glaciers, on préserve des refuges, des sanctuaires où la biodiversité qui est fortement impactée va trouver des zones de refuge. Tout ça pour dire que on a vraiment ce qu'on appelait, ce qu'on a dit en introduction, c'est moi j'appelle les glaciers des écosystèmes clés de voûte. On ne s'en rend pas compte qu'ils sont si importants. C'est comme ce qu'on appelle une espèce clé de voûte pour les abeilles par exemple, ou les pollinisateurs. Ils n'ont pas l'air plus importants que les autres en termes de masse, etc., ou en termes d'occupation des écosystèmes. Et pourtant, si on les enlève, tous les écosystèmes changent ou s'effondrent. Enfin, on dit ça comme on veut. Et donc on a vraiment ces écosystèmes qui sont clés de voûte. Chaque seconde de chaque vie d'Homo sapiens depuis 250 000 ans où on est là dépend totalement des glaciers, sur le climat dans lequel on vit, sur le cycle de l'eau, etc. Donc, et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, regardez juste une photo de la NASA sur la Terre. Regardez où on a construit, regardez où sont les lumières. Elles sont le long des rivières, mais elles sont surtout le long des côtes. Si on perd les glaciers, si les traits de côte changent, les cataclysmes qu'on a connus, on n'arrive pas à régler la crise migratoire avec la Méditerranée. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est, je pense, quelques dizaines de milliers de personnes. C'est terrible, on ne sait pas gérer ça en Europe aujourd'hui. Si les niveaux montent, si on perd si on a moins d'eau dans les rivières à cause de la fonte des glaciers, ce n'est pas des dizaines de milliers, hein, on augmente les ordres de grandeur en millions, en centaines de millions. Pourquoi, quelles sont les menaces? Pourquoi il faut protéger ces zones? En fait, les glaciers aujourd'hui, pas beaucoup, mais quand même, certains sont quand même détruits aujourd'hui, toujours à la pelleteuse sur Terre, pour des domaines skiables, donc pour du loisir, hein, il faut peut-être dire les choses comme ça. Et puis, en haut à gauche, c'est un exemple au Kyrgyzstan d'une mine d'État d'or, où là, on détruit les glaciers à la pelleteuse à l'explosif pour exploiter le minerai. Donc voilà. D'autres photos, par exemple, ça, c'est au Pérou, en zone protégée. Il y a des mines illégales qui suivent le retrait glaciaire. Et les dépôts marrons, il y a du cyanure et du mercure dedans. Donc en plus, c'est des populations autochtones qu'on paye très mal pour aller exploiter ces mines illégales. Et c'est leurs enfants et leurs femmes qui boivent cette eau. Hein. Voilà, c'est terrible. Exemple de domaine skiable au milieu, là où on a tout bulldozé. Donc là, la formation des sols, zone de refuge pour le vivant, c'est pas terrible. Hein. Allez voir les domaines skiables en été, allez vous promener. Souvent, d'un point de vue aussi des déchets, c'est catastrophique. Hein. C'est des poubelles à ciel ouvert l'été, ces zones. Donc voilà. Donc Homo sapiens, il aime bien mettre des bulldozers et puis se dire, ah bah tiens, on va pouvoir faire du business. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, je ne vous l'ai pas mis là, mais c'est un article qui a été publié dans Science il y a 3 mois. Les compagnies minières réclament l'accès aux zones post-glaciaires qui émergent du retrait glaciaire dans toute l'Amérique du Nord pour continuer à détruire la planète. Enfin, détruire. Bon, bref, pour faire du business à court terme, mais on ne pense pas beaucoup au futur. Et nous, on essaie vraiment de dire qu'il faut absolument réagir et agir et prendre des décisions collectivement. C'est le schéma à gauche. Donc au milieu, c'est le système qu'on étudie entre les glaciers et ce qui émerge du retrait glaciaire. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, dans les politiques publiques, dans les investissements, l'entrée, elle est surtout à gauche. Elle est surtout à droite, sur ce qui est anthropocentré, sur le côté business, sur le côté il faut vidanger les nouveaux lacs glaciaires parce qu'ils sont peut-être dangereux, etc. Certains, oui, c'est clair, hein, on ne dit pas le contraire. Par contre, pas du tout la majorité. Et puis, avec une approche très anthropocentrée et très cartésienne, finalement, maître et possesseur de la nature, des glaciers, et puis de ce qui arrive après les glaciers. Malheureusement, l'état de la planète nous pousse à re-questionner ça. Enfin, on sait très bien que tous les indicateurs sont au rouge ou au noir, sur les limites planétaires, etc., qu'il faut absolument changer ce regard. Sur ces écosystèmes qui sont, enfin, je ne l'ai peut-être pas assez bien dit, mais ce qui est en train d'émerger sur Terre, c'est parmi les derniers grands écosystèmes en haute naturalité ou en totale naturalité sur Terre. Donc ça, je pense que c'est important. Et donc nous, ce qu'on essaie de produire, c'est de la connaissance sur la boîte jaune à gauche, c'est-à-dire, mais regardez le rôle fonctionnel clé des glaciers sur les enjeux sans précédent, urgents de la crise climatique, de la crise du cycle de l'eau et de la crise de l'effondrement du vivant. Et que si on préserve ces zones, si on a des grands glaciers demain, aujourd'hui et demain, ou des grands écosystèmes sains, fonctionnels, en bonne santé après les glaciers, on a une partie des solutions. Par contre, si on artificialise ces zones et on les détruit, on continue à se rendre beaucoup plus vulnérable et à oublier que la nature, c'est la meilleure source de toutes les solutions. Et juste, on ne sait pas vivre sans nature. On ne sait pas aller sur Mars si on n'a pas exploité d'abord les minerais et tout, etc. etc. Enfin, c'est un leurre de croire qu'on ne sait pas vivre sans nature fonctionnelle sur Terre. Et là, on vit au détriment d'elle, on continue à détruire, on continue à consommer les ressources et la nature des générations futures, on en est là. Hein. Et donc, tout ça pour... nous, on propose un cadre de préservation dont je vais vous détailler un petit peu à droite. Là, c'était dans Nature cet été. Donc, ce cadre de préservation, il disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les solutions?
Et donc, dans certains territoires, on a ce genre de non-solution ou de maladaptation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah ok, les glaciers fondent, on va mettre des bâches dessus. Donc les bâches, c'est du pétrole, hein, puis c'est des microplastiques, et puis ça finit dans les rivières. Puis après, on fait des études sur n'importe quelle rivière dans le monde. Enfin, nous, même sur les sommets des glaciers, on va trouver des microplastiques. Enfin bref. On va mettre des canons à neige sur les glaciers. On va mettre des choses comme ça en disant, ben oui, on les préserve, on va pas mettre des canons à neige ou des bâches sur 10% des terres émergées de la planète qui bougent. En fait, et puis ça pose plein de questions aussi éthiques vers les générations futures, des questions paysagères, etc. En fait, évidemment, pour sauver les glaciers, la seule chose à faire, et l'unique, c'est d'atténuer le climat. Et ça, je pense que, enfin, c'est pas du tout un scoop, hein, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, on modélise nous, le futur des glaciers alpins et on montre très bien que si on arrive à rester dans le périmètre de l'accord de Paris, donc proche de ces seuils-là, on peut vraiment sauver une immense partie des masses de glace sur Terre. Donc la Terre va retrouver un nouvel équilibre, on va stabiliser la température globale, et la réponse des glaciers sera à terme, si on voit qu'on perd assez peu finalement avec ces scénarios des masses et des surfaces globales, et qu'à terme, si on prolonge les courbes bleues, c'est des nouveaux équilibres. Ou alors, on va vers les scénarios rouges, et regardez, on va vers un effondrement des masses de glace sur Terre avec des conséquences en cascade qui sont cataclysmiques. Je pense par rapport à cette question du climat, il faut vraiment voir les glaciers comme nos meilleurs alliés. C'est nos meilleurs alliés pour prendre conscience des choses. Je suis ravi que vous m'écoutiez ce matin pour ça. Enfin, certains de nos meilleurs alliés, mais en fait, on a besoin de comprendre et on a besoin de réagir collectivement. Et donc, pour comprendre, il n'y a pas grand-chose de mieux que les glaciers. Je pense aller voir les glaciers ou intéressez-vous à ça, parce que, comme je vous dis, leur hypersensibilité climatique fait qu'on voit très concrètement que c'est cataclysmique ce qui est en train de survenir. Et puis, je pense encore plus, nous on disait ça, on a besoin de choses qui génèrent des réactions collectives, qui catalysent une réaction sociétale. Et on a besoin de ce qu'on appelle en écologie des espèces étendards. Regardez le panda du WWF, c'est une espèce étendard, et grâce à l'attrait de Sapiens pour les pandas, allez savoir pourquoi cette espèce plutôt qu'une autre, on a levé beaucoup de fonds, on a protégé des immenses zones sur Terre. Et donc les glaciers, c'est une extraordinaire écosystème étendard sur la cause du climat qui peut catalyser des réactions collectives. Extraordinaire exemple de ça. Moi, je suis moitié suisse, et en Suisse, en 2019, on vote une loi CO2. Et on vote la Suisse, comme malheureusement l'État français ne respecte pas ses engagements climatiques. Et on vote une loi, voulez-vous oui ou non respecter les engagements climatiques? Évidemment, l'extrême droite et le monde économique ultralibéral pro-business fait peur à tout le monde, mais si on respecte l'accord de Paris, si on respecte la loi CO2, on va finir la sobriété, enfin finir le havre économique qu'est la Suisse. Bref, on fait peur, les gens avec la peur, ils votent mal, et les gens, ils votent non. Bah non, on peut appeler ça comme on veut. Moi, je pense qu'on peut appeler ça un écocide ou un climaticide, je ne sais pas quoi. En tout cas, pour les générations futures, il faudra s'expliquer de ses choix à un moment donné. Suite à ça, donc en tant que citoyen, scientifique, acteur du climat, on était très triste. Mais suite à ça, on a lancé en Suisse, enfin collectivement, et moi je n'étais pas partie prenante, mais beaucoup de gens ont lancé ça. Et en Suisse, on peut lancer des initiatives populaires, on peut demander des modifications de la Constitution. On a lancé l'initiative pour les glaciers. Et là, la question était juste pour les citoyens, voulez-vous oui ou non sauver les glaciers de la Suisse? Et là, l'entrée, elle était émotionnelle, culturelle, non pas des quotas carbone, des équations, des trucs qui ne parlent pas aux gens. Et là, le peuple, il a voté oui. Alors, c'est un peu moins ambitieux que la loi initiale de 2019, mais grâce à ça, et grâce au vote oui en Suisse, et grâce aux glaciers, on a inscrit l'accord de Paris dans la Constitution et le fait d'être carbone neutre en 2050. Donc ça montre comment, des fois, de trouver le bon angle et d'entrer par la nature, par les émotions, parce qu'on ressent au contact de la nature, ça peut vraiment catalyser des réactions collectives très fortes. Ça va bouger beaucoup du côté de l'ONU et de l'UNESCO là-dessus, par exemple, parce que l'ONU a voté que 2025 sera l'année internationale de la préservation des glaciers. Donc c'est un objet qui va être au cœur de nos sociétés, ces glaciers, et qui va nous permettre d'anticiper un petit peu le futur. J'ai bientôt fini, ça va? C'est parfait, on est dans les temps. Ok. Dans Ice and Life, je pense qu'on proposait quelque chose de complémentaire et d'assez novateur dessus. C'était, ok, la question de sauver les glaciers, elle est essentiellement à 99,9% une question climatique, donc d'atténuation du climat. Par contre, on disait, mais regardez, si on met ces zones, si on les préserve et si on les respecte, ces zones, en fait, on va empêcher les pelleteuses sur les glaciers. C'est pas ça qui les fait détruire au niveau global, mais quand bien même c'est inacceptable qu'on continue à les détruire à la pelleteuse ou à l'explosif. Donc, si on met les glaciers en protection forte, aujourd'hui, dans la loi en France, il y a une seule fois le mot glacier dans tout le corpus législatif en France pour parler des prérogatives des accompagnateurs en montagne.
Donc c'est quelque chose qui soutient l'étiage, qui fait qu'on choisit de mettre un EPR le long et plein de centrales nucléaires le long de la vallée du Rhône, mais c'est un impensé juridique total. Et donc nous, de dire mais il faut absolument penser cet objet et le protéger et l'empêcher d'être détruit en direct. Et puis, surtout, je pense que c'est ça qui était novateur aussi, l'idée c'était de dire c'est de la protection préemptive, proactive pour la nature du futur. On protège aujourd'hui les périmètres glaciaires en France ou dans le monde, et en fait on laisse la très haute naturalité de ces zones, et on espère que demain il y a des grands glaciers, mais à défaut de grands glaciers, demain on aura des grandes forêts, des grands lacs, des grandes rivières, des grandes zones humides, tout ce que vous voulez, qui sont les futurs poumons de la planète. Mais si on ne les préserve pas, très vite arrivent, ce que je vous disais, les compagnies minières, les compagnies hydroélectriques, les domaines skiables, les domaines touristiques, la surfréquentation, etc. Et en fait la naturalité et le business se fait succombe rapidement à une approche très business-centrée. Donc, en fait, c'est aussi, je pense, assez novateur dans le monde, ça, de développer une protection qui est préemptive, de protéger de manière, dès maintenant, de manière forte, la nature du futur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a partagé avec l'État et qui a abouti à une écoute importante et qui a abouti pour la première fois dans le document qu'elle a, qui est la stratégie nationale biodive, donc qui est le plan cadre des grandes ambitions de la protection de la nature en France d'ici à 2030. Pour la première fois, la France s'est dotée d'une mesure glacier et écosystème post-glaciaire, et donc se propose d'ici à 2030 de tendre vers la protection de l'intégralité des glaciers en France. Donc il y a un gros challenge là maintenant qui est d'accompagner ça et surtout de convaincre et de donner envie aux territoires. Ça va marcher que si les habitants des territoires ils sont fiers de protéger leurs glaciers et ces zones, ils sont fiers de protéger ces nouvelles forêts, ces nouvelles zones humides, ces zones de refuge, de sanctuaires pour la biodiversité. Mais donc c'est le gros du challenge pour nous des prochaines années, c'est d'accompagner les collectivités locales là-dessus, sur le fait de créer des zones protégées. Voilà, et on espère que, en tout cas, on a déjà des communes qui sont intéressées et des partenaires qui sont intéressés, qui trouvent ce récit intéressant. Et on arrive à la toute fin, donc en conclusion. En bas à gauche, c'est deux grands articles scientifiques. En haut, c'était la synthèse du rapport de l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, tout aussi colossal et fort intellectuel. Et le titre, c'était que en fait, l'homme, il est en train de décliner le vivant sur Terre. On génère une 6e extinction de masse. Et il faut absolument ces transformative change, ces changements transformateurs de fond. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et n'oublions pas du tout que les enjeux énergétiques ne peuvent pas être adressés tout seuls, qu'il faut respecter la nature. Et puis, un autre papier en dessous qui était « Il faut préserver les derniers écosystèmes fonctionnels sauvages sur Terre ». Il n'y en a plus beaucoup. Quand nos amis faisaient cette analyse spatiale, ils montraient qu'il y avait à peu près 80% de la Terre, de la surface des terres et des océans, qui a été profondément dégradée ou modifiée par l'homme. Il restait 20% de last of the wild, comme ils appellent ça. Et donc les glaciers et ces nouveaux écosystèmes, ils en font partie. On ne sait pas vivre sur Terre sans ce last of the wild, sans ces grands écosystèmes, sans le poumon qu'est l'Amazonie ou la forêt du Congo, sans les grands glaciers sur Terre, sans les grands massifs coralliens, etc., sans les grands océans qui sont encore en bonne santé, les grandes surfaces qui sont en bonne santé. Ça, je pense que c'est indispensable. Et donc les messages clés, évidemment, il faut atténuer le changement climatique, et je pense que vous êtes là pour ça, avec la transition énergétique. Mais si on n'accole pas ça à la sobriété, je pense qu'on se trompe complètement de combat. Si on pense qu'on va continuer comme avant, mais un peu différemment, et que c'est qu'une question de carbone, il faut trouver un super aspirateur à carbone et que c'est génial, on pourra continuer. Si on continue à détruire la chaîne du vivant sur Terre, sur laquelle on ne sait pas vivre, on est une espèce de singe, on est hérité de cette histoire, on n'ira pas très loin, on va aller un peu plus loin, mais on n'ira pas très loin. Et puis, le corollaire de ça, le lien, c'est qu'il faut absolument protéger plus et mieux la nature sur Terre. Regardez ce qui vient de se passer malheureusement avec la crise agricole, où la seule chose sur laquelle on a renié, c'est la nature, c'est les écosystèmes malheureusement. Et donc, la transition énergétique, je l'ai mis, voilà, c'est un message, ne peut pas se faire aux dépens ni des terres agricoles, évidemment, et ni des terres, des écosystèmes naturels. Mais étant au CNPN, je ne m'occupe pas trop de ces questions moi au CNPN, mais on voit beaucoup de dossiers de dérogation, de destruction d'espèces protégées ou d'artificialisation des sols dans des zones à très haute naturalité, dans des zones qui sont des fois protégées. Voilà, comment on peut continuer à dire la seule chose sur laquelle on rogne et on tape, c'est la nature, alors qu'on sait très bien qu'il faut absolument changer ça. J'arrive au bout, voilà, et je vous remercie pour votre attention. Jean-Baptiste, il aura 77 ans en 2100. Eh bien, laissons-lui des glaciers. Eh oui.
On a appris énormément de choses ce matin avec vous. Je ne sais pas si vous étiez conscient qu'une partie de la dégradation, en tout cas de la disparition des glaciers est liée à l'usage des pelleteuses et de l'explosif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris ça ce matin. Et puis, cette notion de protection préemptive de la nature, protéger la nature du futur. Merci pour ces éclairages, Jean-Baptiste. On va vous donner l'occasion de poser des questions, parce que j'imagine qu'il y en a plein. 1, 2... Il y en a sûrement davantage. Et je vais laisser Henri Landès passer le micro et il va me passer le bébé. On a l'habitude. Merci mesdames et messieurs pour votre curiosité. Il y avait une question là. Oui. Merci. Bonjour, merci pour tout ce que tu as dit, c'était vraiment très intéressant. Moi j'avais une question par rapport au scénario, à mon avis, utopique, où on resterait à 1,5 degré ou 2 degrés. Mais bref, imaginons ça se passe. Est-ce qu'il y a un potentiel espoir qu'il y ait un regain des surfaces de glaciers où on peut simplement rendre stable leur surface? Non, il y a des zones du monde où il peut y avoir des regains. Oui, tout à fait. Avec des scénarios de faible émission, il y a des zones où il peut y avoir des regains. La taille d'un glacier va dépendre de la quantité de neige accumulée et de la chaleur. Si on stabilise la chaleur, mais que par contre il y a des variations d'humidité et d'arrivée de neige, il y a des zones où les glaciers peuvent avancer. Il y a eu 2 anomalies. En gros, à l'ère des images satellitaires, on connaît très bien la réponse de tous les glaciers sur Terre aujourd'hui, puisqu'on a des datas satellites sur chacun. Il y a eu un super papier colossal en 2019 qui synthétise le bilan de masse de tous les glaciers sur les 30 dernières années. Et globalement, c'est tout très négatif. Par contre, il y avait 2 régions avec des anomalies, il y en a un peu plus, mais il y avait 2 régions. Il y avait le Karakoram, qui est la région du Pakistan que je vous ai montré tout à l'heure, où les glaciers réavançaient dans les années 90. C'était en crue, on gagnait plusieurs kilomètres pour certains. Et les climato-sceptiques disaient, mais on parle de réchauffement climatique, mais regardez, les glaciers du Karakoram, ils avancent. Et en Nouvelle-Zélande aussi, les glaciers au début des années 90 et début 2000 ont réavancé un petit peu. Et en fait, dans les 2 cas, c'est le dérèglement climatique qui a un tout petit peu changé les régimes de précipitation. Pour le Pakistan, c'est un dérèglement du régime de mousson qui a été décalé un tout petit peu de l'automne au début de l'hiver. Plus de neige sur les glaciers gonflent. Voilà. Et pour la Nouvelle-Zélande, c'était la fonte de la calotte antarctique qui entraînait des remontées d'eau froide sur les océans, qui faisaient plus de neige en hiver, et les glaciers ont un petit peu avancé. Donc voilà, il peut y avoir vraiment des zones où les glaciers peuvent réavancer un petit peu, d'autres stabiliser. Voilà, si on avait par miracle, si on arrivait à aller même plus loin, mettons qu'on trouve, je ne sais pas, une solution et qu'il y a un effet d'emballement positif, non pas négatif, mais avec un effet d'emballement et qu'en fait on va avoir un pic à 2 degrés qu'après on redescend, les glaciers vont très vite réagir en gonflant. Enfin, les bilans de masse seront positifs. Et voilà, c'est une réaction bête et méchante, un glacier, à un signal climatique qui est pour l'instant défavorable, mais dès qu'il devient stabilisé ou s'il devient favorable, les masses elles regagnent du terrain. Bonjour, Rémi Vérard, étudiant à l'EPF. Première question, c'est est-ce que vous avez un lien, vous, monsieur Bosson, avec le glacier des Bossons? Et ensuite, vous avez dit que l'homme est un être de cœur. Pensez-vous que la contemplation de cette nature qui se dégrade, la magnificence des glaciers, l'univers un peu fantasmé qu'il y a derrière, a plus d'impact dans l'absolu que la recherche scientifique pour amener à une réelle transition? Très bonne question. Le lien avec les Bossons, en fait, Bosson, c'est un patronyme qui est très commun, qui pullule un peu en Haute-Savoie, donc j'en suis un parmi beaucoup. Et les Bossons s'aggloméraient, enfin nos familles, mais c'est partout dans le monde paysan, s'aggloméraient par hameaux. Et à Chamonix, on a donné le nom des glaciers aux hameaux souvent qui l'atteignaient. Et donc il y a un hameau des Bossons qui est à l'entrée de Chamonix, et donc le glacier qui naît au sommet du Mont Blanc et qui descend dans la vallée, il arrive sur le hameau des Bossons, en lui ayant fait très peur au petit âge glaciaire. Et donc on a appelé le glacier des Bossons. Voilà. Mais j'ai aucun lien. Enfin, on est fait à 65% d'eau, donc on a une composition interne qui est très proche des glaciers. Hein, enfin, mais j'ai pas plus de lien que ça, on va dire. Et sinon, non, je te rejoins complètement sur les datas scientifiques sont indispensable. En fait, on a besoin dans nos sociétés modernes, intelligentes. On est juste face à la plus grande crise de l'histoire de l'humanité, en termes de complexité, en termes de ce qu'il faut pour réagir. Et je pense qu'il faut 2 boussoles dans ce brouillard colossal dans lequel on est. Le premier boussole, c'est la science ou la connaissance. Sans aucune supériorité, hein, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre et tout. Mais je pense qu'une société démocratique saine, elle est OK sur des faits, sur des datas.
et moi pour côtoyer des lobbies qui contredisent les datas, qui contredisent les faits. Je pense qu'on est dans une société qui n'est pas saine du tout. Et qu'on a besoin de remettre la science, les données objectives sur la neige, sur les glaciers, sur le niveau marin, sur l'effondrement du vivant, sur l'impact des pesticides au cœur de la société, parce que sinon on va droit dans le mur. Mais on sait qu'on va droit dans le mur, hein. Je veux dire, les générations futures nous en voudront beaucoup, hein, parce qu'on le savait et qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Donc la première chose, la boussole clé, le socle, c'est la connaissance. Mais la mise en mouvement de cette connaissance et la mise en mouvement de l'action et du bonheur et de la joie que ça génère, ça rejoint une approche beaucoup plus sensible. Je pense c'est important de continuer à collecter des datas, mais aller voir les glaciers. Moi, j'ai emmené des journalistes nationaux sur les glaciers cet été ou dans ces nouveaux écosystèmes en leur racontant l'histoire. Là, vous êtes parmi les premiers sapiens à mettre le pied sur ce sol. Là, votre jambe gauche, elle est sur un sol qui a 11 000 ans, qui est ancien, qui a une longue histoire avec l'homme, qui a modifié ce sol. Et là, vous faites un pas en avant, vous marchez sur un sol qui a 150 ans. Complètement nouveau. Et plus on va avancer vers le glacier, plus le sol sur lequel vous marchez, il est jeune. À la fin, vous marchez sur un sol qui a 1 an. Et vous êtes peut-être les premiers sapiens à marcher sur ce sol. Et là, les gens, ça me disait, on a presque envie de pleurer. Enfin, c'est vertigineux de reconnexion avec l'histoire du vivant. Et de donner envie aux gens de se connecter à ça et de prendre soin de ces zones et de devenir... Enfin, moi, une figure que j'aime beaucoup et qu'on essaie de développer, dans les Alpes, on parle de gardiens de refuge, les refuges de montagne. Bah, nous, de faire que chaque être humain ait envie de devenir un gardien de refuge de la nature et du vivant, mais incluant les humains, où on a une place dans cette nature à condition qu'on la respecte. Moi, je crois vraiment à cette entrée émotionnelle qui nous connecte au cosmos, à la grande histoire de la vie. Où on est un tout. Voilà, il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa qui parle avec l'histoire de la vie, avec les écosystèmes, quand on les connaît un petit peu mieux et quand on les préserve. Et voilà, moi, les gens disent t'es glaciologue, tu dois être dépressif ou tu dois être sous Prozac. Et en fait, moi, je suis très heureux dans ma vie et ce qui me rend heureux, c'est l'engagement. C'est ce contact avec la nature et c'est ce bonheur, cette joie et cet honneur que j'ai de servir la nature et ses écosystèmes. Et donc, voilà, moi je porte une écologie du bonheur, vraiment, d'être un peu plus sobre, de mieux connaître la nature qui nous entoure, d'en prendre soin et de se rendre compte qu'elle nous donne plein de solutions, d'être entre une approche un peu scientifique et un peu sensible. Je pense que c'est une des clés qui peut nous aider là-dessus. Et je pense que l'exemple suisse sur l'initiative sur les glaciers, qui n'est pas parfaite, mais montre à quel point, si on fait des équations et quand on a une approche très technocrate, c'est compliqué pour les gens, c'est pas très désirable. Et si on rentre par le sensible, qu'on pose la question aux gens, mais vous êtes prêts à, je sais pas, vous êtes prêts à tuer des bébés phoques ou les sauver? Je pense que peu de gens voudront. Enfin, il faut rentrer comme ça, je pense. Il faut réinventer. Et voilà. Et hier, j'étais au ministère qui est là à côté, donc le ministère de la Transition écologique, il est notamment à la Défense, qui est assez original pour se reconnecter à la nature. Et il y a un super appel à projet actuel qui s'appelle Érable, qui est développé par une amie, sur la mise en récit de la préservation du vivant. Sur comment on doit continuer à faire de la science, mais l'enjeu clé, c'est pas tellement la data, les données sur l'effondrement du vivant, des glaciers, on les a. L'enjeu clé, c'est la mise en récit et comment ça percole dans la société et comment on fait des gardiens de refuge, comme je le disais, ou des gens engagés. Donc, et ça, on peut tous l'être tout le temps. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, je voulais vous demander, en fait, on a, à travers la présentation que vous avez donnée, l'impression qu'il y a une balance qui reste, on va dire, en équation sur les masses d'eau. La glace fond et on a une élévation du niveau des mers, etc. Mais dans la projection d'un réchauffement climatique, est-ce qu'on peut penser, ou est-ce qu'on a modélisé, en fait, comment dire, une différence de masse de l'eau sur Terre ? Est-ce que, en fait, l'eau peut diminuer en volume ? Alors là, je suis foncièrement incompétent, mais je pense que non. Je pense que le système, il est assez fermé. Par contre, ce qui va se jouer, c'est où est l'eau ? Est-ce qu'elle est dans des grands glaciers ? Est-ce qu'elle est dans le permafrost en Sibérie ? Est-ce qu'elle est dans les lacs ? Ou est-ce qu'elle est dans les océans ? Ou est-ce qu'elle est dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau ? Et en fonction de la température globale, tout change, la distribution de tout ça. Mais j'ai jamais entendu, à ma connaissance, de perte d'eau globale. C'était quelque chose, une ressource finie, quoi. Non, c'est plutôt des grands équilibres et en fonction des régions, du climat, sa distribution dans l'espace et même dans l'atmosphère change. C'est ça.
ce qui est assez fascinant, c'est que ça vient tout de l'univers. Enfin, tout ça vient des... Enfin, on oublie un peu trop souvent qu'on est des poussières d'étoiles et que l'eau, c'est des poussières d'étoiles. Hein. C'est l'eau qui est arrivée sur Terre. Enfin bref, et ça, je trouve aussi que dans cette approche sensible, il y a de quoi rêver, de se connecter. Pourquoi on aime tant l'eau, quand on aime se baigner, toucher les glaciers, toucher les rivières, c'est qu'on se connecte à quelque chose de très grand, je crois. Une dernière question ou on arrête là? Le monsieur là-bas? Si c'est en une phrase. Une phrase. Une phrase chacun. Okay. Vous pouvez parler fort? Non, c'est bon, j'arrive. Pas de traitement inégal. Et une phrase. Je vous remercie. Bonjour, et puis merci pour cette présentation qui a été très intéressante. Quand je regarde votre présentation et que je vous écoute, on voit quand même que c'est la politique qui gère avant tout les glaciers, avant les scientifiques, malheureusement. Bien sûr. A priori, vous avez l'air d'avoir en partie l'oreille de certaines voix politiques, mais n'avez-vous pas peur que le fait d'entrevoir le fait que la fonte des glaciers apporte des nouvelles créations d'écosystèmes et des nouvelles apparitions, notamment d'eau et donc par extension de forêts et de vie, mais n'avez-vous pas peur que ce soit une porte ouverte à ceux qui cherchent à exploiter toujours plus la nature? Bien sûr. D'où l'intérêt de gagner la course contre la montre pour préserver ces zones. Mais comme on l'a fait en France, hein, la France est le premier pays dans le monde, là, on verra si c'est... Maintenant, il faut du concret dans les territoires, mais c'est le premier, ou un des premiers, mais je crois que c'est le premier, à s'engager sur la protection forte de tous ces glaciers et de ces écosystèmes qui vont naître du retrait glaciaire. Donc il y a un fort prisme, une ambition qui est forte là. Mais évidemment, au début de ta question, c'est un problème qui est politique. Moi, j'ai commencé par Sciences Po avant d'aller vers les glaciers. Pourquoi j'ai été vers les glaciers? Parce que c'est un extraordinaire objet politique pour questionner le monde et transformer le monde. Et donc oui, c'est un débat... C'est plus intéressant, je pense, plus important de discuter avec vous, des énergéticiens, des acteurs des collectivités locales, je sais, qu'avec d'autres glaciologues où on est tout le temps d'accord, à peu près. Et voilà, donc c'est évidemment une question politique et collective. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Bosson.